Donc c'est parti. Salut à tous. J'ai fait une vidéo sur comment composer mon portefeuille. J'ai eu une réflexion en fonction de tout ce que j'ai appris au cours de cette formation, grâce à Antoine, grâce à la compréhension du marché que j'ai aujourd'hui, grâce à mes analyses, grâce à tout ce que je lis. Voilà, donc je me suis posé la question, j'avais pas d'argent encore en bourse et j'ai décidé de créer mon premier portefeuille et donc je me suis demandé par quelle étape je vais passer et comment est-ce que je dois procéder quoi. Très voilà. Donc la réponse, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est quand même propre à chacun. Ça dépend de ce qu'on veut faire dans la temporalité, du profil de l'investisseur, quels sont mes objectifs, est-ce que je veux quelque chose de dynamique, est-ce que je veux quelque chose où je veux écraser au contraire la volatilité et pas prendre trop de risques, est-ce que c'est un portefeuille qu'on va oublier, qu'on va holder sur 30 ans, comment on va faire. Donc c'est ce qu'il a fallu que je définisse d'abord. Euh, Moi je voulais quelque chose de dynamique, pas en termes de rendement, mais surtout en termes d'adaptation. Je me dis qu'un portefeuille ne doit pas être figé et que maintenant, au vu de cette compréhension du marché qu'on a bien compris que il y a des moments où on n'est pas censé acheter du S&P. Donc là, on est bien dans ces phases-là. Et voilà. Donc surtout, la première chose à faire, ça va être d'identifier un contexte de marché pour savoir vers où va aller notre capital, tout simplement. Donc si on détermine le contexte, pour moi il y en a deux. Un contexte inflationniste dans lequel on est et un contexte où il n'y a pas d'inflation justement, ou voire de la déflation, même si c'est extrêmement rare, surtout dans nos pays en Occident. Et voilà, une fois qu'on a défini ce contexte, on va pouvoir anticiper, avec des grandes guillemets, ce que vont faire les banques centrales et donc on va pouvoir arriver à faire un petit plan sur du moyen terme, sur les réactions de marché, quoi. Et ça va être plus clair. Donc merci à mon ami Antoine pour ces petites slides là que je lui ai piqué dans un webinar, c'était super, j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs d'arriver à corréler tout ce petit webinaire sur le fondamental et de mieux comprendre les réactions de marché en fonction des annonces économiques, c'était super. Et voilà, donc nos deux contextes. Le contexte où on n'a pas d'inflation, les banques centrales vont chercher justement à stimuler la croissance. La croissance, on le sait, est très inflationniste, donc à un moment donné, on va passer dans un cycle où on a de l'inflation. Et là, la banque centrale va faire l'inverse, elle va chercher à réguler cette inflation par de la décroissance. Si la croissance est inflationniste, la décroissance, elle va la freiner. C'est assez logique. Donc, elle agit beaucoup, essentiellement d'ailleurs, avec les taux d'intérêt. Elle agit également avec la M2 à détruire de la monnaie, mais bon là on va surtout parler des taux d'intérêt. J'ai l'impression que c'est ce qui a vraiment le plus d'impact sur les monnaies et sur l'inflation. Donc voilà, l'augmentation des taux freine l'économie comme on a dit quand on est dans un contexte qui est inflationniste, et à l'inverse, sur la partie droite, on a la diminution des taux qui, elle, va stimuler l'inflation. Donc si on diminue les taux, ça ne favorise pas la thésaurisation et donc la rémunération de la monnaie se déprécie, et au contraire, le stock market, lui, s'apprécie. D'ailleurs, il y a une petite faute, je vois dans la slide, ça ralentit l'économie et augmente le coût du financement. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le stock market, lui, s'apprécie. Parce que les coûts de financement sont beaucoup plus bas. On prend un exemple concret. Euh, Quand l'argent coûte pas cher, on peut favoriser l'investissement, la recherche, le développement d'une société, la croissance organique, hein, très simplement. De l'autre côté, quand on veut freiner l'économie, que l'argent coûte plus cher parce que les taux ont augmenté, toutes les sociétés vont l'anticiper en disant attention, on va avoir une baisse de la consommation, donc on va freiner nos investissements. Donc je dis une bêtise, si une grosse industrie
de l'agroalimentaire décide de monter une usine en France pour lancer une nouvelle ligne de produits, eh ben, il le fera pas dans ces augmentations de taux. Tout simplement parce que, imaginons qu'il ait besoin de 25 millions pour monter son usine, eh ben, 25 millions à 4%, c'est pas pareil à terme que 25 millions à 1%. Le coût de l'argent est beaucoup plus cher, surtout quand on parle sur du bâti. Mais si on a le même problème dans des emprunts un peu plus courts, avec des amortissements plus courts, c'est un peu le même principe. Dans cette même usine, s'il doit emprunter pour embaucher 1000 personnes et faire les premiers salaires avant que l'argent rentre, parce qu'on a toujours un temps d'inertie entre la fabrication du produit et sa vente, et l'encaissement surtout du produit, et ben, mécaniquement, il va avoir besoin de faire des prêts trésorerie court terme, et aujourd'hui, ça coûte très cher. J'en fais la propre expérience dans ma société, donc j'ai décidé de freiner un petit peu tout ça, et mon développement, et je suis rentré dans une phase de stabilisation où j'ai moins besoin de financement, parce que aujourd'hui, l'argent coûte très cher. Bref, donc, tout est reporté à demain quand on est dans une phase inflationniste, du côté des entreprises. Donc, pas d'innovation, pas de croissance, pas d'embauche, on fait pas travailler les entreprises du bâtiment qui sont censées monter l'usine, on n'achète pas de matières premières pour créer la nouvelle ligne de produits, et ainsi de suite. Et donc après, ça ruisselle dans l'économie, et rien n'avance dans le bon sens, au contraire, elle se dégrade. Et c'est ce que recherche la Banque centrale, c'est pour ça que le stock market diminue. Donc, sur quoi est-ce qu'on investit? Une fois qu'on a compris ces deux situations de marché, sur quel type on va investir, sur quel type d'actifs. Moi, je dissocie trois gros types d'actifs. Enfin, ceux qui m'intéressent le plus, vous allez comprendre un peu la logique, je vais les présenter un par un, vous allez comprendre ma logique. Donc les indices. On démarre par les indices, après on aura les obligations, et après ce que j'appelle produits à risque. Donc on démarre par les indices. Je trouve ça fabuleux, parce qu'on n'a rien à faire, mis à part de confier notre capital au plus grand PDG de la planète. Je m'explique. On va prendre pour exemple le S&P 500. C'est quelque chose que j'ai découvert moi au fil de cette année de formation, parce que Antoine en parle beaucoup et je trouve ça fabuleux. Ça répertorie les plus belles performances des 500 plus grosses boîtes américaines. Et ce qui est fabuleux dans cet indice, c'est qu'imaginons que la boîte qui est classée numéro 300, le PDG se trompe, fasse une fausse décision et amène sa boîte à la faillite ou une perte de chiffre d'affaires, de rendement, enfin j'en sais rien, sans parler de faillite, mais qui passe, voilà, qui soit moins performant qu'avant pour mériter sa place numéro 300. Et il va passer, je sais pas moi, peut-être millième, c'est la millième entreprise, et bien il sort du classement. Donc vous n'avez pas investi dans une boîte qui fait du moins. La boîte qui fait du moins, elle sort du classement pour laisser place à une boîte qui, elle, performe, la 501e. Elle remonte au classement. Et donc en gros, on est toujours dans le haut du panier. Et ça c'est fabuleux quoi. C'est vraiment comme une grande compétition, et nous on parie toujours sur les gagnants. C'est ça que ça veut dire. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on peut faire confiance aux États-Unis pour faire de la croissance. Donc voilà. Ce classement et cet indice réduit considérablement la volatilité. Donc là on est au deuxième point, hein, c'est ça. Et surtout, le risque est contrôlé sur le long terme. Vraiment, c'est ce que je disais juste avant, c'est avec la phrase d'avant, on peut faire confiance aux Américains pour créer de la croissance. Et voilà. Pour illustrer un peu ce propos, ça c'est une petite simulation du S&P. Imaginons que sans trop réfléchir, chaque mois de janvier, on place 1000 euros sur le S&P. On démarre en 93, et tous les mois de janvier, on remet 1000. On retire jamais d'argent et on remet 1000. Ici, là, vous avez les rendements sur cette colonne du S&P. C'est l'historique. Donc, nos 1000 euros s'ajoutent au rendement, ce qui nous fait à la fin de l'année, au 31 décembre, un capital qui a augmenté de 6,8%. On rajoute les 1000 euros en janvier, voici les rendements, voilà ce que ça donne. 1000 euros plus ce capital de départ et les rendements. 2034 euros. Janvier 95, la même chose, on ajoute 1000
à ce capital qui a évolué, on ajoute la performance du S&P au 31 décembre 95, on a 4000 euros. Vous avez compris le fonctionnement du tableau. À la fin de l'année, à aujourd'hui, pas à la fin de l'année, à aujourd'hui, on est à 116 000 euros. On a fait exactement 31 000 euros d'apport. Ça fait une performance de presque 300%. Multiplie par 4, ouais, c'est à peu près ça. On frôle les 300%. On n'a rien fait. On a mis bêtement 1000 euros au mois de janvier sur le S&P. Et j'ai essayé de le regarder un peu déflaté, même si je comprends pas tout à fait. Enfin, c'est pas que je comprends pas, je comprends le calcul, mais j'ai un petit doute sur sa justesse en fait. Mais j'ai fait exactement le même exercice avec l'inflation américaine. Voilà. Donc, ce qui pour moi veut dire que les 31 000 euros qu'on a placés à aujourd'hui, il nous faudrait 50 000 si on fait passer l'inflation à chaque fois pour s'acheter exactement la même chose qu'en 93. C'est à peu près le calcul que j'ai fait. Donc notre pouvoir d'achat, pour conserver notre pouvoir d'achat, il aurait fallu avoir 50 000 euros. Et nous, on a 116, donc on a gagné du pouvoir d'achat. On a 116, ça voudrait dire qu'on a gagné 66 000 euros de pouvoir d'achat, donc ça représente une performance déflatée de 112 ou 120% à peu près. Et on n'a rien fait. On n'a pas regardé la volatilité, on a juste placé bêtement de l'argent tous les mois de janvier. Donc voilà ce que peut faire ce que peut nous apporter le S&P sans trop se casser la tête. Mais ça c'est le tableau. Donc maintenant si on veut absorber un peu la volatilité, on regarde les indicateurs qui nous price des récessions, donc ça on va y venir juste après. Sinon on trace une moyenne mobile, les moyennes mobiles exponentielles là qu'on a sur TradingView qui sont assez simples, comme ça imprime un order flow qui est bullish depuis 100 ans, qui est facile. On met une moyenne mobile avec 20 bougies, faut pas prendre un truc trop large, sinon on passe jamais en dessous, mais 20 bougies c'est pas mal, et à chaque fois qu'on casse cette moyenne mobile vers le bas, on sait qu'on peut acheter. On peut acheter là, 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 et là je vous garantis que les performances, elles sont autres que ce qu'on vient de voir. Quand on est au-dessus, on achète très peu, on a un minimum, je dis une bêtise, on décide de mettre 100 euros par mois, ok, il n'y a pas de problème, on met 100 balles par mois. Par contre, dès qu'on est en dessous, on se dit, là on met 500. Dès qu'on est en dessous de cette moyenne, on lisse tous les mois, on met 500 euros. Je vous garantis qu'à l'arrivée, la performance, c'est pas la même que sur le tableau qu'on a montré là. Donc voilà, l'idée c'est d'acheter quand on est sur des points bas. Et ensuite, si on va un petit peu plus loin, regarde ça, la yield curve, donc c'est ce que nous dit Antoine tout le temps, hein, c'est un outil qui est formidable. Je pense que tout bon investisseur qui se respecte doit travailler avec ce genre de choses, avec ce genre d'outils, et on voit bien que les récessions peuvent être pricées quoi, sur 100 ans, à chaque fois que ce différentiel de taux passe sous la barre des zéros, ça nous annonce une récession. Donc on sait que là il faut se retirer du marché action, du marché indice et tout ça. Le stock market va dévisser, c'est normal. Alors pas toutes les actions parce qu'il y a toujours des valeurs de protection, mais bon, dans l'idée, vous avez compris. Je ne vais pas refaire l'analyse de tout ça, mais voilà. Donc ouais, on peut vraiment aller chercher de belles performances sur le S&P si on achète au bon moment. Je dis pas pile poil au point bas, mais dans des phases de latéralisation quand on est en dessous de la moyenne mobile, ou quand on décide de plus acheter justement quand on a ce genre de signaux qui arrivent. Et voilà. Les marchés obligataires, ils nous servent donc de valeur refuge en cas de fragilité de l'économie. C'est exactement ce qu'on vient de voir, ou la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les obligations US à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an donnent 5% de rendement, 5,5, sans rien faire. Vous restez très liquide parce que votre cash il revient vite. Si on prend du 1 mois, mais 1 mois plus tard, on vous redonne votre capital avec les intérêts. Les obligations américaines, je vous garantis, les États-Unis sont pas prêts de faire faillite. Donc votre argent il est en sécurité. C'est le placement qui est dit le plus sécurisé de la planète. C'est beaucoup mieux qu'un livret A, si vous voulez mon avis.
Et donc voilà, quand on sait que il va y avoir un problème dans l'économie, que le stock market va dévisser, qu'on va prendre juste avant les surprimes, on l'a vu avec la yield curve qu'il y a là, juste avant les surprimes ici, on sait qu'il va y avoir un problème dans l'économie, on rentre en récession, là, le S&P, je dois l'avoir juste avant, le S&P il est là il perd 40%. Mais là vous avez sorti votre cash du S&P pour le foutre dans des obligations, c'est pertinent. C'est pertinent, des obligations court terme, même si elles rapportent pas beaucoup, votre cash il est protégé. Vous prenez pas les moins 40 du S&P et puis vous faites 2 ou 3%, je sais pas combien étaient les rendements à l'époque, mais vous prenez 2 ou 3% sur l'année. Vous avez rien fait. Donc vous n'avez pas perdu moins 40 et vous avez gagné 3%. Je vous raconte pas le delta que vous faites là. Et voilà. Donc ça c'est comme ça qu'elles doivent servir les obligations. On y revient. Et elles peuvent aussi nous servir d'opportunité sur la valeur nominale. En l'occurrence, Antoine nous a fait une analyse magnifique, je partage la logique, je trouve ça superbe sur TLT, où avec plus de précision sur les obligations US à 20 ans. Et bon, on a déjà fait une vidéo un peu là-dessus, mais voilà où on est rendu, hein, donc les obligations ont considérablement dévissé. J'ai mis une autre courbe en face, là ça c'est la courbe des taux de la Federal Reserve. Donc on voit bien que quand on est au plus haut des taux, quand on rentre dans un plateau et qu'on fait le pivot, là où on a la cassure, et bien sur ce phase de plateau, on a le point bas des obligations US à 20 ans. On baisse les taux parce que ça y est, on price une économie qui est en train de se fragiliser, la récession est là, et bien là les obligations elles font l'inverse, tout le monde se protège. Donc on va vers où? Vers les placements les plus sûrs de la planète. Donc tout le monde veut en acheter. Très simplement. Donc on fait le point haut quand on est au point bas des taux. Les taux coûtent pas cher, l'économie repart, l'usine d'agroalimentaire de tout à l'heure lance son projet avec sa nouvelle ligne de produits, elle emprunte de l'argent, elle crée de l'emploi, elle monte le bâtiment, elle achète des matières premières et elle crée tout ça, et donc l'économie repart. Et là, plus personne veut des obligations US, on est sur un point haut, là on est sur le point bas des rendements, l'économie repart, donc l'argent il va vers où? Vers le stock market. Et les obligations, plus personne n'en veut. Donc ça continue comme ça. Pareil, cycle de hausse de taux, on est sur un point bas, léger plateau, pivot, les obligations elles explosent. Point. Les obligations elles explosent. On est au point bas, on a des taux qui sont littéralement, qui sont proches de zéro, je crois, je sais plus, là j'ai pas le graphe, mais à mon avis on n'est pas loin de zéro. Et ben là ça dévisse. Ça dévisse, ça dévisse, ça dévisse. Et problème dans l'économie, l'inflation qui repart à la hausse, les taux remontent, on doit réguler l'inflation. On pense que là maintenant on est sur le plateau US, si on n'est pas sur le plateau il va y avoir peut-être une prochaine augmentation de taux, un petit 0,25 qui va arriver, mais vous voyez on est quand même très très haut, historiquement depuis 2006 on n'est pas allé aussi haut, et donc ça fait presque 20 ans. Et là, on vient de faire le point bas sur TLT, ou ce qui ressemble à un point bas. Donc qu'est-ce qu'on attend? Que ça parte en flèche. Le plateau, donc on va peut-être encore latéraliser un petit peu, et refermer peut-être ce point bas, j'en sais rien, refermer ces positions qu'on a là, et repartir à la hausse quand les taux vont commencer à dévisser. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc là, on peut acheter un ETF backé aux obligations américaines à 20 ans, justement pour spéculer sur la valeur nominale de l'actif. Donc c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher du 100%. Si on achète ici, bon alors j'ai pas acheté TLT, j'ai acheté IDTL, mais c'est pareil, c'est la même chose. Mais entre le point bas et l'ancien plus haut, si on vient à le casser, ça représente 110% aujourd'hui. Donc 110%, je dis pas qu'on ira chercher 110%, ça se trouve je les aurais vendus avant, mais 110% c'est magnifique pour une durée d'un an, un an et demi, peut-être deux, j'en sais rien. On verra ce que ça donne. Mais ouais, ça va devenir intéressant. Donc voilà comment on peut se servir des obligations américaines. Actif à risque ou au rendement. Là, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, comment on choisit le secteur des actifs à risque? Moi, je vais essayer de le faire par ma propre logique, je vais essayer de
d'après moi, où vont être les secteurs qui ont de l'avenir. Pour moi, tout l'alimentaire a de l'avenir. On va être 10 milliards, on va passer les 10 milliards d'habitants sur la planète. Je pense qu'il va falloir nourrir tout le monde. Donc le blé a de l'avenir. D'ailleurs, c'est intéressant, là, le graphique est en train de refermer une dizaine importante, là, juste avant la guerre en Ukraine. Donc il y a des positions qui sont intéressantes des positions qui sont intéressantes à prendre, parce que pour moi l'order flow est bullish sur du long terme, et à mon avis on est en train de faire un point bas. Donc ça, le blé, je pense que je vais chercher des ETF qui sont backés un petit peu à tout ça, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, suivre une logique. Les véhicules électriques sont en plein développement sur l'Union européenne, et je pense que c'est pas fini. Je pense qu'on va même y aller aux États-Unis. On est les pays qui pouvons vraiment nous acheter ce genre de véhicules, et surtout qui ont la volonté de faire une transition énergétique. Donc je pense que c'est un secteur qui a vraiment beaucoup d'avenir. D'ailleurs, Tesla est en train de retracer fortement depuis 1 an et demi. Mais une fois qu'il aura vraiment fait son retracement, pareil, ça va être des belles progressions, je pense, sur l'avenir. Donc on va voir ce qu'il en est, mais voilà, suivre une logique en fait de qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, quels sont les secteurs qui ont de l'avenir dans 10 ans. Et voilà. Et après, la stratégie de long trend. La stratégie de long trend, c'est quelque chose que moi j'ai découvert dans un livre qui s'appelle La psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est un de ses chapitres, et je trouvais ça super. L'idée, c'est d'acheter plein d'actifs naissants et pas chers, et sur la masse, on en aura une petite quantité qui vont exploser. Il donne pas mal d'exemples. Il donne des exemples avec des marchands d'art, avec Warren Buffett, avec pas mal de gérants de fonds, et des gens en fait qui ont suivi donc cette logique de secteur en se disant la croissance elle va aller vers tel secteur. Maintenant il faut regarder une dizaine, une quinzaine, une centaine d'entreprises, on en sélectionne une bonne poignée et on achète un petit peu, on rentre au capital un petit peu de toutes ces sociétés. Il y en a qui vont se casser la gueule et il y en a qui vont exploser. C'est d'ailleurs, c'est marrant, mais c'est exactement ce qu'a fait Antoine, notre formateur, avec les altcoins. Il s'est créé un petit portefeuille, il a fait une étude, il en a sélectionné, et donc il s'est créé son petit portefeuille, et puis voilà. Et il a bien conscience qu'il y en a qui risqueraient de disparaître, mais dans son portefeuille, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui impriment du x20, x30, x40, c'est pas grave si le reste du portefeuille disparaît, on s'en fout. L'idée c'est d'en avoir une petite partie qui explose à la hausse. Et voilà. Et pour revenir à cet auteur là qui a écrit Morgan Housel là, qui a écrit le bouquin dont je vous parle, il parle d'un marchand d'art qui est mort et qui a légué toute sa collection, une collection gigantesque qui était estimée à plus de 100 millions d'euros, avec des Picasso, des Braque, des Klee, des Matisse, enfin vraiment des tableaux de maître. Et bref, il est mort, il a légué tout ce patrimoine-là à un musulman. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais dans ce patrimoine qu'il y avait, donc il y avait une petite poignée de tableaux qui faisaient les 100 millions d'euros, et il y en avait des milliers qui ne valaient que dalle. D'artistes méconnus qui n'ont jamais percé, et il entreposait des milliers de tableaux qui n'avaient pas de valeur. Il les avait achetés quand même. Une bouchée de pain, mais il les avait achetés quand même. Mais dans le lot de sa collection, il y avait une poignée de Picasso, de Braque, de Matisse, qui ont fait les 100 millions de capital. C'est ça la stratégie de long trend, et donc c'est là-dessus qu'il faut que j'essaye de travailler, tout simplement. Donc là, je voulais illustrer avec un petit tableau. Hein. Excel, c'est mon jouet préféré en ce moment. La valeur du portefeuille, on prend un exemple, s'il fait 100 000 euros, et que dans ces actifs à risque, on veut que nos actifs à risque représentent 25% de la valeur de ce portefeuille. Donc 25 000 euros. C'est exactement ce que j'ai là. La valeur totale de la rubrique, donc des actifs à risque, 25% ferait 25 000 euros. Et on part du principe qu'on achète 50 actifs avec ces 25 000 euros. Chaque actif aurait une valeur de 500 euros. En gros, on rentre au capital
des sociétés, de 50 sociétés à hauteur de 500 €. C'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, scénario numéro 1. Il y a la moitié des actions qui disparaissent. Zéro. On n'a que dalle. 40% des actions qu'on a achetées qui, elles, sont flat. Elles n'ont pas bougé. La capitalisation est la même. Donc on a 10 000 € sur les 25 000. Et après on a 10% des actions, donc 1 sur 10, qui elle fait x10, qui performe. On a parié sur les bonnes, on les a rentrées au portefeuille, formidable. Font x10. Là on a 25 000 €. Ça fait 35 000 €. On a fait 40% de la valeur de ces actifs à risque au départ. Je rappelle, on a mis 25 000. Donc on a fait 40%. Scénario 2. On fait le même pour la moitié capote. On perd notre oseille, elles disparaissent. 30% qui sont flat et 20% qui font du x10. On est à 57 000 €. Là, on fait 130% sur les 25 000 de départ. Scénario numéro 3, eh bien, on a raison, une fois sur deux. Donc ça veut dire qu'il y en a la moitié qui disparaissent et il y en a 50% qui font x10. Là, on a 125 000 €. Donc là, on a fait 400%. Voilà un peu l'objectif de cette stratégie de longue traîne. On n'oublie pas que on associe ce fondamental et cette logique à l'analyse graphique que nous enseigne notre ami Antoine. Et à partir de là, on devra arriver à trouver quelques actifs intéressants. Donc c'est un travail à faire, c'est le travail que je vais faire, là je vais me pencher dessus, même si c'est pas encore le moment pour ces actifs à risque. Enfin, Antoine l'a déjà très bien fait avec les altcoins, et c'est quelque chose sur lequel je vais rentrer. Enfin, vous allez le voir par la suite, mais ça c'est... Enfin voilà un peu la stratégie. Donc oui, je suis allé un peu vite. Quel type d'actifs? Les altcoins, d'ailleurs j'ai fait une jolie faute. Des actions de sociétés faiblement capitalisées, donc on vient d'en parler, dans des secteurs d'activité différents, alimentaire, écologie, énergétique, enfin ce qui nous semble logique qu'il y a de l'avenir, quoi. Et des actions de grosses sociétés aussi, ça m'intéresse, j'en ai pas trop parlé, je sais pas trop dans quelle rubrique le classer encore, mais il y a des choses qui m'intéressent sur des grosses sociétés qui sont solides, mais qui font face à de gros retracements. Tesla était dans une bulle, la bulle a pété, il retrace depuis 1 an et demi, on le sait, on connaît le graphique de Tesla. Nvidia c'est pareil, et voilà, on cherche les bulles qui ont retracé, et puis reparti pour imprimer un order flow bullish. Donc là on attend une récession, donc Nvidia devrait en prendre un bon pet, ça devrait finir le retracement de Tesla aussi. Et à partir de là, on pourra redéployer du capital là-dessus, parce que quand Tesla sera à 120 $, je pense que ça va être intéressant d'acheter, à mon avis. Après, on verra, mais ouais, ça m'intéresse. Mais voilà à quoi ressemble un peu mon premier portefeuille, ce que je suis en train de composer. Donc les 3 classes d'actifs, indices, obligations ou actifs à risque, portefeuille numéro 1, donc c'est ce que je commence à faire. Donc je vous ai dit, j'ai acheté du IDTL, ça représente 76% de mon portefeuille, du Bitcoin, à moitié, et les altcoins, donc là je vais en prendre 10, j'en sélectionne 10, que je vais rentrer là-dedans. L'idée c'est que Bitcoin, on sait qu'il imprime un order flow bullish, c'est faire du x3 là-dessus, ça va me couvrir si mes altcoins ne décollent pas, ce que je ne crois pas, mais imaginons que j'ai fait une mauvaise sélection et qu'il décolle pas comme je le souhaite, ou même qu'il fasse du moins, c'est possible, qu'il y en ait qui disparaissent, j'en sais rien, mais Bitcoin est censé couvrir ces 5000 €, c'est ça l'idée. IDTL est censé couvrir mes actifs à risque, Bitcoin et les altcoins, enfin toute la crypto-monnaie quoi. Parce que IDTL, si on va chercher notre objectif de 80 à 100%, ça va faire 66 000. Si Bitcoin fait x3, ça fait 15 000. Et si on arrive à faire un peu de progression sur ces 10 altcoins, ça fera peut-être 20, 30, j'en sais rien, on verra. Je sais pas, c'est vraiment le plus flou ça pour moi, mais bon, on verra bien, même si j'ai envie d'y croire, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a à surveiller dans cette stratégie? Les taux des banques centrales, la yield curve, et les graphiques avec des niveaux d'alerte, d'objectifs et surtout de stop si jamais ça se passe pas comme on le souhaite. Donc ça c'est à surveiller, les alertes sont posées, c'est comme ça. Et ensuite un plan d'arbitrage
plan d'arbitrage, quand est-ce qu'on sort? Une fois qu'on a posé toutes les alertes et les objectifs, quand est-ce qu'on sort, pourquoi, et où c'est qu'on redéploie le capital. Donc c'est ce qu'on a vu quand IDTL... quand l'objectif d'IDTL est atteint, faire une bascule de capital sur le S&P, où je marquais 60%, ça reste encore à définir, mais je pense que je vais m'exposer, le portefeuille va vraiment être exposé S&P, parce que pour moi, c'est des placements pas risqués, et pour le coup, j'ai envie de faire du long terme avec ça, donc quand IDTL aura atteint son objectif de hausse, je pense on sera certainement sur le point bas du S&P, donc ce sera très bien acheté là. Et puis si on n'a pas imprimé le point bas, à mon avis, on sera pas loin, et on acceptera du drawdown, et voilà, pour après repartir à la hausse. Racheter le point bas du retracement Nvidia, de Tesla dont je viens de parler, de LVMH, de sociétés comme ça qui vont être intéressantes à aller voir, et puis surtout qui sont dirigées par les meilleurs PDG de la planète, donc ça pourrait être... voilà, c'est des actions qui m'intéressent, quoi. Petit 2, lorsqu'on verra la distribution sur Bitcoin, on alloue du capital sur les altcoins pour bénéficier du dernier pump. Ça, c'est la stratégie d'Antoine que j'approuve, et donc je pense que je vais la suivre. Je vais suivre de très près ce qu'il fait, parce que je trouve que la logique est parfaite, que ses analyses sont toujours très pragmatiques, et c'est une belle qualité, je pense, dans cette discipline qu'est l'investissement ou le trading. Donc je vais suivre sa logique, je partage sa logique et je vais la suivre. Et ensuite, numéro 3, j'en ai déjà un peu parlé, mais chercher les secteurs et les sociétés qui, pour moi, ont de l'avenir, quoi, tout simplement. Donc, dans le secteur de l'alimentaire, je vous l'ai déjà dit, hein, il va falloir nourrir les 10 milliards d'habitants sur la planète. Dans l'automobile, les véhicules électriques, pour moi, vont prendre une grosse place et sont déjà en train de prendre une belle place dans nos sociétés. Donc c'est intéressant d'aller chercher les sociétés qui bossent autour de ça, hein, je sais pas moi, des fabricants de batteries, des bonhommes comme ça, quoi. Parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Dans la tech, les micropuces, on connaît la dépendance qu'on a. Enfin, j'ai vu une émission sur Arte qui était superbe, qui était vraiment très bien faite, et on voit que le monde s'arrête si demain il y a une crise sur ce genre de produit. Donc vraiment, la planète s'arrête de tourner si on n'a plus de micropuces. C'est quand même extraordinaire de se dire ça. On pouvait pas... enfin, je sais pas, on se rend pas compte, mais elles sont omniprésentes. Et donc à partir de là, ça crée une dépendance. Si ça crée une dépendance, eh ben, je vous garantis que ça a de l'avenir. Un petit peu comme le pétrole d'ailleurs. L'énergie, ben voilà, on parle du pétrole, il va falloir effectuer une transition énergétique d'un point de vue déjà écologique, hein, parce que je rappelle que le nucléaire c'est quand même quelque chose qui pollue le moins sur la planète et qui est hyper efficace. Donc on va voir comment ça se décante, mais moi je pense que ça a quand même beaucoup d'avenir. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de solutions. Il parle beaucoup d'hydrogène, j'ai vu pas mal d'émissions autour de ça, bon on verra. Je vais fouiner un peu, mais bon. On va voir. Donc bien sûr, on met en place cette stratégie de grande traîne, à acheter à rentrer au capital de plein de petites sociétés naissantes autour de ces secteurs d'avenir. Et on n'oublie pas donc l'étude fondamentale pour les sélectionner, et surtout l'étude graphique pour voir quel order flow ça imprime. Et voilà. Ben, on a fait un petit tour de ce que je voulais vous dire. Voilà comment je vais composer tout ça, et puis c'est tout. Donc pour faire un petit résumé, voilà, comment créer son portefeuille, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre vision de l'avenir, ça va dépendre de votre profil, de ce que vous êtes capable d'accepter. Moi, je pense que un portefeuille ne doit pas rester figé. Ça, c'est mon profil à moi. Il y en a qui vont acheter du S&P pendant tous les mois, un petit peu, faire du DCA, et puis le portefeuille restera figé, et c'est comme ça. Moi, j'aime comprendre, analyser les choses, et suivre une certaine logique, et surtout avoir une entre guillemets maîtrise de ce que je fais, et comprendre les choses, donner du sens à tout ce que je fais. Donc c'est pour ça que le DCA
sans analyse et faire mois par mois le même montant, toujours sur le même actif, me correspond pas trop. Et je vais aimer arbitrer dans cette discipline, donc voilà. Mon portefeuille sera jamais réellement figé. Et je vais essayer de le faire performer au mieux. Donc voilà, pour résumer, définir votre profil, votre vision de l'avenir et rester dynamique. Ça, c'est ma vision des choses, pour composer son portefeuille. Vous savez tout, j'espère que j'ai été clair. Je pense que je vais partager ça sur la plateforme, et parce qu'il y a plein de gens qui ont posé la question, ça se trouve ça va intéresser. Il y a peut-être des gens qui ont créé des portefeuilles bien avant moi et qui ont une meilleure maîtrise que moi et qui vont voir des risques dans ce que j'ai créé. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à m'expliquer un petit peu pourquoi je risque, où je risque, comment, et si vous avez des stratégies un peu différentes. Voilà, ça c'est la première analyse enfin la première réflexion que je me suis faite sur comment créer mon portefeuille. Voilà. Donc ciao tout le monde et puis à bientôt.